Bienvenue à tous, c'est Info Soir, voici les titres de ce vendredi. Les travaux du Marrakech Security Forum se sont ouverts aujourd'hui sous le thème de l'Afrique face aux menaces transnationales. 300 experts sécuritaires venus du monde entier y participent pour explorer des solutions à l'instabilité dans la région. La crise identitaire des jeunes au cœur d'une conférence débat organisée hier soir à Casablanca. En tête d'affiche, Tariq Ramadan et Alain Grèche. Devant une salle comble, ils ont mené un débat sur la cohésion sociale et l'appartenance identitaire. L'islamologue Tariq Ramadan est l'invité de ce journal. Plus que 6 jours pour s'inscrire sur les listes électorales. Les Marocains résidant en France n'ont pas besoin de quitter leur pays de résidence. Nous sommes allés au consulat du Maroc à Colombes, en région parisienne, où une opération a été lancée pour mettre à jour les listes électorales. Abdallah Al-Rouari est une figure bien connue des amateurs du livre ancien à Rabat. Le bouquiniste du quartier Chella s'installe au ciel le temps du salon et partage son stand avec 2 autres passionnés de livres et d'histoire. Les visiteurs viennent nombreux pour chiner l'objet rare. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, ces images qui ont provoqué un véritable séisme médiatique et politique en Suède et au Danemark. Une vidéo qui tourne en boucle sur Internet, celle d'un enfant de 9 ans qui serait marocain. Il est violemment maîtrisé par 2 agents de sécurité privés à sa descente de train à la gare de Malmö, à la pointe sud de la Suède. Les développements dans ce compte-rendu signé Nzamesh. La scène particulièrement choquante a eu l'effet d'une bombe en Suède et au Danemark. On voit ici un enfant âgé de 9 ans présenté comme marocain par les médias suédois, brutalisé sur le quai d'une gare par 2 agents de sécurité privés. L'un d'eux n'hésite pas à lui cogner la tête contre le sol. Son crime, avoir pris le train sans billet. La police a ouvert une enquête sur l'un des 2 agents qui a d'ores et déjà été suspendu de ses fonctions. Le jeune garçon a entre-temps été placé dans un foyer dont il s'est ensuite enfui. Après plusieurs jours sans nouvelles, la victime a été retrouvée aujourd'hui par la police 200 km plus loin, de l'autre côté de la frontière, au Danemark, dans la région de Jutland. Face à l'indignation suscitée par cette affaire, la police suédoise a présenté hier ses excuses, notamment pour en avoir minimisé la portée. Autre réaction, le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture a condamné ce vendredi l'extrême brutalité de l'interpellation survenue à Malmö, la 3e ville du pays où un tiers des 315 000 habitants sont des immigrés. Comment relever les défis sécuritaires en Afrique, plus particulièrement dans la région sahélo-saharienne? Pour explorer des solutions à l'instabilité dans cette région, 300 experts venus du monde entier sont actuellement réunis à Marrakech pour le Security Forum, l'occasion pour les participants de mettre en lumière le rôle du Maroc et sa contribution à la paix et à la sécurité en Afrique. Reportage Khalid Njdera, Ferragomad, commentaire Mehdi Soufiane. Lors de ce débat sur l'espace sahélo-saharien, responsables civils et militaires, experts et chercheurs ont mis en avant la nécessité d'une approche globale, alliant sécurité et développement, pour faire face aux menaces qui pèsent sur la région. Le rôle du Maroc dans la lutte contre l'extrémisme, le soutien à la paix et la formation des imams est salué par les participants au Marrakech Security Forum. Le Maroc joue un rôle important grâce à son soutien à la résolution pacifique des conflits, ainsi qu'à travers la participation aux opérations de maintien de la paix. Le Maroc assure un leadership sur le plan religieux dans des régions comme le Mali. Le Royaume joue un rôle très important dans la formation des dirigeants religieux et la promotion d'un islam modéré et pacifique. Une approche marocaine multidimensionnelle qui promeut également la coopération sud-sud comme vecteur de croissance et de développement du continent. Depuis une décennie, vous avez vu comment le Maroc se déploie progressivement dans le continent africain, de par les investissements public-privé ou bien privé-privé. Aujourd'hui, le Maroc, en Afrique subsaharienne, le Maroc est le 2e investisseur africain en Afrique. Lutte contre le terrorisme, croissance économique, développement durable, une approche globale pour contrer les menaces transnationales et asymétriques en Afrique, thème principal de cette 6e édition du Marrakech Security Forum, réunissant 300 experts venus du monde entier.
Toujours au chapitre sécuritaire, ce sommet militaire sur la paix et la sécurité en Afrique, Dakar, a été durant 4 jours la capitale des armées de terre de l'Afrique, avec la tenue du 3e sommet des chefs d'état-major des armées de terre. La réunion a pris fin aujourd'hui avec l'adoption du programme stratégique pour la paix et la sécurité dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une rencontre qui s'est tenue sur fond d'inquiétude pour la stabilité du continent menacé, notamment par le virus Ebola ou encore l'insurrection du groupe terroriste Boko Haram. Boko Haram qui a lancé une attaque armée en territoire tchadien. C'est la première fois que l'organisation terroriste s'en prend au Tchad. Des radicaux nigérians ont attaqué hier soir le village de Ndjouboua. Au moins 5 personnes ont été tuées durant ce raid mené près d'un camp de réfugiés. Les développements avec Rislan Taibi. La réponse de Boko Haram à la coalition des pays du lac Tchad a décidément été très rapide. À la constitution d'une force militaire de 8700 hommes par N'Djamena, Abuja, Niamey, Yaoundé, Cotonou pour combattre les hommes d'Aboubacar Shekau, ces derniers ont fait une première incursion au Tchad. L'attaque a eu lieu vers 3 h du matin et a fait 5 morts. Les assaillants ont traversé le lac Tchad, jadis un carrefour commercial stratégique dans la région à bord de pirogues motorisées. Ils s'en sont pris à un village dont les 2 tiers ont été incendiés ainsi qu'un camp militaire. L'aviation tchadienne a riposté en détruisant les hors-bords des djihadistes. Le village attaqué accueille plus de 7000 réfugiés nigérians. La situation de ces derniers commence à inquiéter sérieusement le HCR. Nous demandons une aide humanitaire d'urgence pour les réfugiés qui continuent de fuir en masse en direction des pays limitrophes. Au total, 100 000 Nigérians ont gagné le Niger, 40 000 le Cameroun, 17 000 le Tchad et on compte près d'1 million de déplacés internes au Nigeria. Au Yémen, l'incertitude politique règne toujours. Le pays est plongé dans le chaos. Selon l'ONU, le Yémen est au bord de l'effondrement et de la guerre civile. Les combattants d'Ansar Sharia, la branche d'Al-Qaïda dans le pays, se sont emparés d'un camp de l'armée à Chabwa dans le sud. Les accrochages ont fait au moins 7 morts, dont 3 soldats. Ce regain de violence intervient après la fermeture mardi soir de l'ambassade américaine à Sanaa en raison de l'aggravation de l'insécurité. La France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite ont aussi fermé leur représentation diplomatique. Direction le Pakistan où un commando taliban a attaqué aujourd'hui une mosquée chiite de la ville de Peshawar lors de la prière. Le bilan fait état de 16 morts et 67 blessés. L'attaque a été revendiquée par le TTP, le mouvement des talibans du Pakistan. Selon la police, 3 hommes armés sont entrés dans l'enceinte de la mosquée. L'un d'eux s'est fait exploser à l'entrée. L'attentat survient 2 semaines après l'attaque qui a fait 61 morts à Shikarpur dans une autre mosquée fréquentée par les chiites. Ils sont poursuivis pour terrorisme au Maroc. 8 personnes, parmi lesquelles un ressortissant français, ont été condamnées à des peines allant de 3 à 5 ans de prison ferme. Un verdict prononcé par la chambre criminelle de premier degré chargée des affaires de terrorisme de Salé. Et ce procès antiterroriste s'ajoute aux 147 procédures instruites en 2014 de sources judiciaires. Ce nombre est en hausse de 129% par rapport à l'année précédente. Le radicalisme, l'enrôlement des jeunes, il en a été question lors d'une conférence débat organisée hier soir par l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis. En tête d'affiche, Tariq Ramadan et Alain Grèche, 2 intellectuels aux idéologies opposées mais adeptes du débat apaisé. Ils sont même auteurs de l'islam en question, un dialogue sur les bouleversements politiques et religieux du monde contemporain, un monde où les jeunes ont tendance à perdre leurs repères sociaux et culturels, un malaise identitaire au centre des échanges. Mais avant ce débat, les intellectuels ont d'abord répondu aux questions de la presse. Hind Ben Abnebi et Hicham Chegdali étaient. Devant les journalistes, Alain Grèche et Tariq Ramadan ont l'habitude de débattre. Le premier est journaliste et altermondialiste, le second philosophe et islamologue. Les différends idéologiques entre les 2 hommes sont adoucis par une origine égyptienne commune et un même rejet de ce qu'ils qualifient d'impérialisme occidental, à leurs yeux, à l'origine de la crise identitaire que vivent les sociétés arabes. Toutes les guerres menées aujourd'hui par l'Occident sont contre des pays musulmans. Je ne pense pas qu'elles soient des guerres contre l'islam, je ne sais pas du tout ça, mais il y a ce sentiment d'agression permanente,
et puis de deux poids, deux mesures, c'est-à-dire effectivement on s'indigne quand il y a un massacre fait par l'État islamique à juste titre, mais on ne s'indigne pas quand les milices chiites irakiennes massacrent des sunnites, on ne s'indigne pas sur la Palestine. Donc il y a tout ça qui favorise, je veux dire, c'est pas seulement une crise d'identité abstraite, quoi. Au cœur des débats hier soir, le malaise des jeunes musulmans partagés entre traditionnalisme et modernité. Ils souffrent d'un problème de perception de soi. Tariq Ramadan appelle à une réinterprétation positive de l'identité musulmane, un phénomène qui trouve écho auprès des jeunes dans la salle. Je pense que de ce point de vue-là, la crise identitaire des jeunes, elle existe. Elle est due à plusieurs facteurs. L'un des facteurs centraux de cette crise identitaire, je crois que c'est le fait d'être partagé entre deux cultures peut-être. De nombreux jeunes refusent ou hésitent ou n'arrivent pas à participer au champ politique de notre pays. Je pense que c'est quelque chose de très important pour tout le monde parce qu'il faut gérer la société telle qu'on le veut et il faut décider de son avenir. Et également aussi, les partis politiques devraient faire beaucoup plus d'efforts dans le sens des jeunes. Avec Tariq Ramadan et Alain Grèche dans la salle, impossible de ne pas aborder les sujets d'actualité. Laïcité, dérives extrémistes, conditions de la femme en islam ou rôle de l'enseignement. Les perspectives sont différentes, mais le dialogue est réel et il vaut le déplacement. Et Tariq Ramadan est avec nous sur le plateau. Monsieur Ramadan, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente plus, beaucoup de nos téléspectateurs vous connaissent. Néanmoins, rappelez que l'essentiel de votre travail s'articule autour d'une réflexion théologique, philosophique et politique en lien avec l'islam. Vous avez donc donné cette conférence dans une salle comble, on l'a vu, autour de la question de l'identité des jeunes notamment. Qu'avez-vous perçu dans les attentes des personnes qui sont venues vous écouter hier soir ? Écoutez, d'abord, c'est un public qui est assez mixte. Il y avait de tous les âges, il n'y avait pas que des jeunes, il y avait des jeunes de l'université, puisque j'y enseigne aussi. Et ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu dans mon enseignement comme pendant cette conférence, c'est des véritables questionnements. C'est-à-dire que la jeunesse marocaine se pose beaucoup de questions sur son identité, elle se pose beaucoup de questions sur ses repères, tant sur la question islamique que sur la question culturelle. Et je pense que nous avons à comprendre qu'il y a un travail très important à faire au niveau des institutions éducatives, à l'école comme à l'université, pour offrir des repères et surtout offrir des espaces de dialogue, des espaces où ils peuvent se questionner et trouver une dimension qui soit propre à leur être. Moi, ce à quoi j'invite les jeunes aujourd'hui, c'est à ne pas nier leurs racines, c'est à ne pas nier leur culture et à comprendre qu'on peut tout à fait être marocaine, marocain, musulman, vivre avec son temps. Il s'agit de s'engager dans le savoir, il s'agit de s'engager personnellement. C'est aussi une responsabilité. Il ne faut pas qu'on soit les victimes du monde. Il faut qu'on soit des sujets dans le monde et qu'on se prenne en charge. Ces questionnements sur l'identité que nous pouvons avoir ici, dans nos pays musulmans, se posent avec plus d'acuité, encore plus dans les pays occidentaux. Je vous pose la question à la lumière des récents attentats qu'il y a eu en France notamment. Quels sont selon vous les principaux facteurs qui poussent les jeunes à adopter des interprétations extrémistes de la religion, voire même à s'engager dans des actes de violence? Alors écoutez, il y a plusieurs facteurs. Il ne faut pas qu'on simplifie cette question parce que la simplification de notre réponse ne nous permettra pas de trouver des solutions à la complexité de la situation. Vous avez d'abord évidemment une interprétation de l'islam qui est superficielle, qui est totalement erronée en l'occurrence, c'est de prendre un certain nombre de versets, un certain nombre de traditions prophétiques et puis de traduire ceci en pensant qu'on est musulman quand on s'oppose à tout le monde et quand on tue. Non, on est un meilleur musulman, une musulmane quand on est cohérent avec ses principes. Ensuite, il y a un véritable travail sur une compréhension de la scène internationale. Justement, que dites-vous de ces centaines, voire des milliers de jeunes qui épousent les thèses de Daesh au point de s'y soumettre totalement et d'aller prendre les armes en Irak ou encore en Syrie, sachant, vous l'avez dit vous-même, que la plupart d'entre eux ne connaissent pas l'islam? Alors d'abord, il y a ce travail-là, ce que je disais, il faut vraiment leur expliquer le message global. Et puis ensuite, il y a une vraie réflexion politique. On ne peut pas réduire ceci à une réflexion qui soit simplement religieuse. Une compréhension totalement erronée des enjeux du Moyen-Orient, de la lutte entre les chiites et les sunnites, où certains considèrent que les chiites ne sont plus musulmans du tout, contre toute la tradition classique musulmane. Ensuite, un rapport à la question de la démocratisation et de la liberté totalement erronée. Donc on a un vrai travail de compréhension.
il y a une autre raison qui peut pousser ces jeunes, c'est aussi des frustrations, c'est-à-dire de ne se sentir chez eux nulle part, c'est-à-dire qu'à force d'avoir cette perception de l'islam qui est extrêmement négative, finalement on tombe dans un esprit dogmatique, l'islam c'est le blanc, c'est le bon et tout le reste c'est le mal. C'est à nous de faire aussi un travail et de comprendre que beaucoup de ces jeunes qui partent sont des victimes de lavage de cerveau, des victimes de réseaux sur Internet. Donc il faut, voilà exactement, donc il faut que nous considérions comme responsables. Il ne faut pas les rendre deux fois coupables d'être des victimes. Il faut que nous devenions responsables de leur éducation, que nous fassions un travail en amont dans les sociétés occidentales, dans les sociétés qui sont les sociétés majoritairement musulmanes. Il faut vraiment faire un travail de fond sur cette compréhension-là. Et puis ensuite, à partir d'un certain moment, il faut qu'on soit extrêmement clair sur le fait que cette violence-là, que ce fait de tuer les gens ne correspond en rien à notre religion. Vous qui avez justement à ce propos toujours plaidé pour que les musulmans en Occident se considèrent non pas comme des étrangers, mais des citoyens à part entière devant les crispations souvent violentes auxquelles nous assistons. Est-ce que c'est vraiment possible, crispation pour ne pas dire islamophobie? D'ailleurs, ce mot est-il approprié pour qualifier ce qui s'est passé, ce qui se passe encore aujourd'hui? Bien sûr, l'islamophobie maintenant, il est accepté loin d'un certain type de débat en France, mais il est accepté par toutes les institutions internationales, c'est-à-dire que ça existe, comme existe la judéophobie ou l'antisémitisme et la christianophobie. Donc l'idée de ce racisme, l'islamophobie, c'est un racisme contre les musulmans. Nous, on n'a aucun problème avec des gens qui critiqueraient et poseraient des questions sur notre religion. Là, le problème qui n'est pas acceptable, c'est de stigmatiser et de discriminer une femme ou un homme uniquement parce qu'il est musulman. Ceci, c'est du racisme. Et donc, de ce point de vue-là, on peut se dire, avec la montée de cette islamophobie, de ce nouveau racisme, que c'est pas possible. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le contraire. En fait, c'est par le succès de la présence musulmane en Occident qu'on voit aujourd'hui ce nouveau racisme apparaître. Pourquoi? Parce que les jeunes, deuxième, troisième, quatrième génération, sont en train de se retrouver partout. Ils sont dans tous les corps de métier, ils sont journalistes, ils sont professeurs, ils sont partout. Et donc tout à coup, la société française ou occidentale se réveille et se dit, mais d'où ils sortent eux? Ben oui, ils sortent de parents que vous les avez. On peut donc être citoyen à part entière dans les pays occidentaux. Mais non seulement on peut être citoyen, mais il y a des conditions pour ça. Et moi, ce à quoi j'invite les Français ou les Européens de confession musulmane, c'est à ne pas sortir, à ne pas être visible uniquement quand on parle de l'islam. On a besoin de les voir sur les questions de l'éducation, sur la justice sociale. Mais de la même façon que quand on est marocain, quand on est marocaine, de confession musulmane ou d'une autre confession, il faut être des citoyens engagés sur les questions sociales, sur les questions éducatives. Une citoyenneté responsable n'est pas une citoyenneté qui se défend uniquement quand elle est attaquée. Elle est une valeur ajoutée, elle apporte quelque chose. Moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, les musulmans de notre époque, vous savez, j'ai écouté tout votre journal. C'est terrible ce qu'on voit sur l'islam. Ça fait peur. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, ceux qui nous écoutent, ils peuvent se dire, ah ben voilà, c'est de nouveau encore toujours cette image négative. La seule chose qui fera changer le monde quant à la perception ou à l'image négative de l'islam, c'est que tous nos auditeurs ou nos téléspectateurs, quand ils nous écoutent, ils comprennent qu'ils sont responsables, que c'est à eux de changer dans leur quotidien, ici au Maroc, qu'aujourd'hui on a besoin de voir non pas des musulmans qui parlent de l'islam, mais des musulmans qui vivent dignement et en cohérence les valeurs de l'islam, c'est-à-dire la dignité, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire la liberté, et c'est-à-dire le respect. Ma dernière question, si vous le permettez rapidement, est-ce que vous pensez qu'en ces temps difficiles de débats passionnés, où les voix se confondent, je dirais même qu'on ne s'écoute pas d'un côté comme de l'autre, est-ce que vous pensez que le vivre ensemble, qui vous tient très à cœur, est encore possible, au moins pour apaiser? Mais bien sûr, on n'a pas le choix, il faut qu'on... C'est même pas une question, votre question, si je peux me permettre, c'est une réalité de notre temps, il va falloir vivre avec. On était hier avec Grèche, il y a combien de femmes et d'hommes qui ne sont pas de confession musulmane? Et nous qui sommes musulmans, nous avons des valeurs communes. C'est quand même difficile de se faire écouter aujourd'hui. Oui, mais... C'est difficile de se faire écouter, mais on a une responsabilité. Un, c'est clarifier notre terminologie. Beaucoup de musulmanes et de musulmans ne connaissent même pas leur terminologie, ne connaissent même pas leur religion. Alors, quand on demande aux gens d'être écoutés, il faut déjà savoir de quoi on parle. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a énormément de gens qui aujourd'hui se rendent compte, ils ne sont pas dupes, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et donc ils sont aussi avides de savoir que nous avons aussi, nous, besoin d'échanges. Essayons de trouver les bons partenaires, c'est notre responsabilité, et si je peux me permettre, il faut que l'on cesse de ce côté de la Méditerranée comme de l'autre côté, d'entretenir une mentalité de victime. Aujourd'hui, nous avons besoin de musulmanes et de musulmans sujets, confiants et pleins d'espoir, mais déterminés à changer les choses sans toujours se plaindre que les gens ne les aiment pas. Il faut se faire respecter en se respectant et non pas attendre que les gens nous aiment quand nous ne savons plus nous respecter nous-mêmes. Tariq Ramadan, merci pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre invitation.
Politique à présent, vous le savez, les échéances électorales ont été reportées à septembre prochain. En revanche, le délai pour s'inscrire sur les listes n'a pas changé. Il reste fixé au 19 février, plus que 6 jours donc pour effectuer cette démarche indispensable pour faire entendre sa voix. Ce soir, nous nous intéressons aux Marocains résidant en France. Ils sont environ 1 300 000, dont un bon nombre en âge de voter. Nous sommes allés au consulat du Maroc à Colombes, en région parisienne, où une opération a été lancée pour mettre à jour les listes électorales. C'est un reportage de nos prestataires en France, le récit est de Doniège. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement au consulat pour s'inscrire sur les listes électorales, comme Youssef qui réside à Colombes, commune d'environ 80 000 habitants dans le département des Hauts-de-Seine en région parisienne. S'inscrire sur les listes pour le scrutin de septembre est pour lui un devoir de première importance. C'est le cas pour de nombreux Marocains résidant en France. C'est très important pour moi de m'inscrire pour la liste électorale pour être représenté par les bonnes personnes. C'est un devoir national de m'inscrire sur les listes électorales marocaines. En tant qu'O-Marocaine, née au Maroc, grandie au Maroc. Environ 60 000 résidents binationaux dépendent du consulat à Colombes, représentation diplomatique qui n'a pas lésiné sur les moyens pour sensibiliser les concitoyens, un travail qui porte ses fruits. Par rapport à l'opération de l'actualisation des listes électorales, je vois que l'opération, depuis son lancement le 22 décembre dernier, elle se déroule d'une manière normale et dans de très bonnes conditions. La procédure est simple, il faut juste avoir la pièce d'identité marocaine et avoir l'âge légal pour s'inscrire sur les listes électorales. L'âge légal, c'est 18 ans révolus, jusqu'au mois de mars, 20 mars. Avis à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, l'inscription est également possible via Internet sur le site www.listeelectorale.ma. Le ministre français de l'Intérieur attendu demain au Maroc. De sources officielles, Bernard Cazeneuve devrait avoir différents entretiens bilatéraux avant de tenir une conférence de presse avec son homologue Mohamed Hassad dans la capitale. Ce sera la première visite dans le royaume d'une personnalité politique française depuis la fin de la brouille diplomatique entre Paris et Rabat. Le combat contre la corruption avance, mais lentement. Si les Marocains ont pris conscience de l'importance de dénoncer les actes de corruption, les démarches pour faire des réclamations sont, elles, jugées complexes, ce qui décourage certains. Entre 2009 et 2013, seules 3096 plaintes ont été enregistrées par l'instance centrale de prévention de la corruption. C'est un reportage d'Abdel Hafid Lemnouara, Adil Ahmeni, commentaire Kautsar Dahdouh. Plainte en baisse, corruption en hausse, c'est la question posée par Transparency Maroc à la lumière de la baisse sensible du nombre de plaintes déposées par les citoyens. Entre 2013 et 2014, il a chuté de plus de 25%. L'instance centrale de prévention de la corruption n'a enregistré également que 3090 réclamations en 5 ans. Il y a une interaction entre le dénonciateur ou le plaignant avec l'examinateur en question. Et à ce moment-là, cette interaction peut aboutir à la transmission du dossier à l'autorité compétente. Pour Transparency Maroc, cette baisse des plaintes serait le résultat d'une certaine lenteur administrative en la matière, ce qui provoque alors chez certains citoyens une forme de résignation. Les mécanismes de contrôle doivent être plus efficaces. Je ne sais pas où déposer ce genre de plainte. Il est donc important de multiplier les campagnes pour nous informer. Les Marocains ont pris conscience de l'importance de dénoncer les actes de corruption. Le centre d'assistance juridique de Transparency Maroc a de son côté enregistré 736 réclamations l'année dernière contre près de 1000 en 2013. Ces chiffres ont été dévoilés moins d'un mois après l'adoption par la Chambre des représentants d'un projet de loi sur la création de l'instance nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption, désormais érigée au rang d'institution constitutionnelle. Des images festives à présent, c'est une tradition. Chaque année, les élèves de la mission espagnole dans le royaume quittent l'enceinte de leur établissement pour investir le quartier, comme ici à Rabat, où les enfants se sont mis sur leur 31 en tenue traditionnelle ou de ville. Une manière ludique de créer du lien social avec les riverains, mais aussi de partager un moment de convivialité haut en couleurs et en musique.
Sa boutique est bien connue des amateurs de livres introuvables. Le bouquiniste du quartier Chella à Rabat s'installe au ciel le temps du salon et partage son stand avec 2 autres passionnés de livres et d'histoire. Images anciennes, ouvrages d'occasion, affiches, photographies. Les visiteurs viennent nombreux pour chiner l'objet rare. Reportage Samia Halissi et Youssef Elghaz. Abdellah El-Rouhari est une figure bien connue des amateurs du livre ancien à Rabat. Bouquiniste depuis 30 ans, il est incollable sur les titres des ouvrages introuvables mais à prix abordable. Il n'a pas son pareil pour remonter le temps en matière de littérature, de romans ou de livres d'histoire. Il est toujours là pour conseiller. Le mot bouquiniste, déjà qui rime avec bouquin, avec vieux livres et tout ça, bon, ça attire des curieux, ça attire des gens qui sont à la recherche de la belle pièce. Mais là, par exemple, Colette, plus personne ne connaît. C'est un peu notre rôle de donner une seconde vie à tous ces livres. Depuis 3 ans, le bouquiniste du quartier Chella partage son stand avec 2 autres passionnés des vieux livres et néanmoins amis. Guillaume Jobin est écrivain et éditeur de livres historiques. L'histoire, c'est justement ce qui relie nos 3 amis. C'est les hasards de l'histoire, c'est-à-dire comme moi j'écris des livres d'histoire, je suis allé me chercher des références, des sources, des vieux livres chez le bouquiniste et puis on a sympathisé et on partage cette culture commune. Et comme au Maroc, les livres qui se vendent le plus sont les livres qui parlent de l'histoire ou de l'histoire de la politique au Maroc, eh bien, il y a une sorte de synergie intellectuelle et affective qui s'est créée. Ancien journaliste et dénicheur d'affiches, de photographies et de livres anciens, Alain Roels est bouquiniste à Marrakech. Son espace attire bien des curieux. Et les gens sont très surpris de retrouver des choses comme ça, très anciennes, alors surtout en bon état, c'est ça qui est le plus rare. Mais il y a quand même, oui c'est vrai qu'il y a des choses chez les bouquinistes qui sont très anciennes. Bon, chez Abdallah à côté ou ici, on retrouve des livres d'il y a 100, 150, 200 ans. Au Salon du Livre de Casablanca, le stand du bouquiniste est l'un des plus visités. Des signatures de livres sont prévues tout au long du ciel, dans cette atmosphère qui fleure bon le papier et les images patinées par le temps. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, ces images qui ont provoqué un véritable séisme médiatique et politique en Suède et au Danemark. Une vidéo qui tourne en boucle sur Internet, celle d'un enfant de 9 ans qui serait marocain. Il est violemment maîtrisé par 2 agents de sécurité privés à sa descente de train à la gare de Malmö, à la pointe sud de la Suède. La police a ouvert une enquête sur l'un des 2 agents qui a d'ores et déjà été suspendu de ses fonctions. Face à l'indignation suscitée par cette affaire, la police suédoise a présenté hier soir ses excuses, notamment pour en avoir minimisé la portée. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur 2Z. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Salah Dil Romari à 21h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. Excellente soirée à tous.